Est-ce que on peut définir la richesse? C'est une question qui est difficile à répondre parce qu'en fait, il n'y a aucune définition officielle de ce qu'est être riche. Attends, si tu demandes... Attends. Je ne sais pas si tu suis on va faire un test en ce moment, mais c'est un sujet qui revient du coup, notamment avec les pistes que le gouvernement actuel est en train de voir pour augmenter la fiscalité. Donc, oui, on voit beaucoup d'annonces sur ça sera uniquement sur les personnes riches, par exemple. Mais la notion de richesse, pour moi, elle n'est pas définie. La notion de pauvreté est définie. L'INSEE donne une définition. Tu es considéré pauvre quand tu es en dessous du seuil de pauvreté. Donc, de mémoire, c'est quand tu es en dessous de 60% de la moyenne, enfin du revenu moyen français. D'accord. Quand tu es en dessous de ça, tu es considéré être en dessous du seuil de pauvreté, donc être pauvre. Ça, c'est quelque chose qui est officiel. C'est un seuil qui va aussi t'octroyer du coup et te permettre de bénéficier du côté social qu'on a en France et de débloquer certaines aides. Par contre, à l'inverse, il n'y a rien qui définit, il n'y a pas de seuil de richesse. En tout cas officiel. Ok, c'est intéressant. Donc en fait, la richesse, c'est les humains qui se le sont un peu appropriés, et ça veut dire simplement que tu peux... Tu vois, une question que je te posais en off tout à l'heure, qui est le plus riche entre un actif qui gagne 3 000 € par mois et qui est locataire de son appart, et un retraité qui a remboursé sa maison qui vaut 300 000 € mais qui a plus que 1 500 € de revenus par mois? T'en as un qui a des revenus qui sont 2 fois plus élevés que l'autre, mais t'en as un qui a un patrimoine qui est 2 fois plus élevé que l'autre. Donc lequel des deux? Les deux sont riches, les deux ne sont pas riches. Tu vois, cette notion-là, elle est dure à appréhender. Comment il y a beaucoup de gens... Là, déjà, juste pour la vanne, on a demandé à ChatGPT, pour ceux qui nous suivent en live, il le définit avec de la richesse financière, des revenus élevés, une accumulation de patrimoine, indépendance financière, richesse matérielle, richesse de temps. Pour moi... Quand je trouve une personne et que je me dis, putain, vraiment, quelle riche personne, je parle souvent de deux choses. Je parle de l'éducation et de la curiosité que me procure cette personne avec le niveau de connaissance qu'elle a dans son domaine. Culturelle. Beaucoup. Parce que je trouve que cette richesse culturelle t'apporte tellement de joie en tant qu'humain de savoir et de transmettre ton savoir que, du coup, tu as indirectement moins besoin de choses superficielles ou matérielles qu'une personne qui serait riche que d'un point de vue matériel, mais pas du tout intéressante. Ouais, c'est un concept. Il y a souvent des gens qui m'ont été présentés en me disant « Ah, tu sais, lui, il pèse 2 milliards. » Super. Oh, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais vraiment, Peut-être qu'il est 100 fois malheureux, donc c'est... Peut-être qu'il a juste vendu des armes, peut-être qu'il a vendu de la drogue, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et ce truc-là, c'est vraiment un truc que j'aime passer aux gens. C'est, pour moi, le plus important au départ, c'est travailler vos connaissances dans des sujets qui vous animent. Et ces connaissances-là, en les retransmettant, vous allez déjà vous créer, du coup, un entourage. Et de gens aussi intéressants dans leur domaine qui vont avoir... Il y a une expression pour ça, t'es riche de tes amis. Enfin, t'es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Ça, c'est la fameuse phrase. Par contre, moi, je raccroche pas mal à un des commentaires qu'on a actuellement. Il y a aussi la richesse, c'est d'avoir le temps. Le temps d'être avec les gens que tu veux, le temps de passer du temps avec ta famille, le temps d'investir aussi, parce que le temps, c'est ton meilleur allié quand tu te mets à l'investissement. Donc, voilà, c'est clairement pas défini ce que c'est être riche dans notre civilisation. Et quand t'as des questions... Parce que je sais que Trade Republic, on peut investir à partir de 10 € sur l'application. Ouais. Quand tu as des questions sur « Oui, mais 10 €, ça rapporte rien ». En fait, tu as des gens qui... Je ne comprends pas ce... Moi, j'avais un peu eu ça au début, tu vois, surtout par ma famille qui me disait « Bon, en dessous de temps », et à l'époque, on me parlait d'une grosse somme, on me disait « Quand tu n'as pas 100 000 € de patrimoine, bon, tu peux pas faire grand-chose et tout ça ». Et j'arrivais pas à comprendre ce truc, donc je suis allé chercher un peu. Et en fait, j'ai compris que surtout, ce qui était intéressant, c'était le patrimoine qui, au fur et à mesure, te rapporte de plus en plus, et ce qui te rapporte est automatiquement réinvesti, et que ça fait un effet boule de neige, en fait. Donc, le plus important de ce que j'ai découvert après, c'était pas la somme avec laquelle tu commençais à investir, mais c'était à quel âge tu commençais à investir. Ça c'est... Ça, c'est ouf, je trouve, de comprendre cette notion-là. On a une stat pour ça de tête. Si tu investis sur les marchés financiers, en moyenne, ça est censé te rapporter annualisé à environ entre 5 et 6%. Donc, le marché financier, c'est... Tu prends un MSCI World ou tu investis sur le S&P 500 ou même sur le CAC 40, à partir du moment où tu restes 20 ans et que tu réannualises la performance, parce que tu as des années, ça va faire plus 20, des années, ça va faire moins 15 et ainsi de suite. Quand tu restes 15-20 ans et que tu réannualises, tu seras entre 5 et 7%.
Si tu investis 50 euros par mois, à partir du moment où tu as 30 ans, à 60 ans, tu auras environ, je crois que c'est 28 000 euros. Parce que ça aurait fait les intérêts composés, ainsi de suite. Si tu le fais à partir du moment où tu as 20 ans, donc tu rajoutes 10 ans à ces 30 ans, ça passe directement à 79 000 euros. Et si tu démarres à partir du moment où tu as 10 ans, donc tes parents l'ont fait pour toi, là, c'est même 50 euros par mois, ils te donnent 135 000 euros. Et donc, les 10 ans d'écart entre les 10 et 20 ans sont beaucoup plus importants qu'entre les 50 et les 60 ans. Donc, si je comprends bien, le temps, c'est ton premier allié. Ouais. Indirectement, ce que tu as expliqué aussi, mais je pense vraiment qu'il faut l'expliquer parce qu'il y a des gens qui vont se dire, oui, je sais ce que c'est qu'une action en bourse, mais bon, et puis ils passent pas à l'action. Du coup, d'acheter ou s'ils passent pas à l'action, c'est qu'ils ou d'en posséder. Le truc, je trouve, qui déjà ressemble à une forme d'état d'esprit de personne aisée qui a envie de faire travailler son argent, c'est plutôt que de consommer dans les sociétés que je consomme de façon naturelle toutes les semaines, je vais maintenant, en plus de consommer, posséder une petite partie des entreprises dans lesquelles je consomme de façon naturellement. Ça, c'est un concept... Ça, c'est déjà... Oui, mais c'est déjà très, très présent, surtout aux États-Unis, enfin, de ce que j'ai pu remarquer. Ici, je vois beaucoup de jeunes dépenser 10 balles chez Starbucks toutes les semaines. Par contre, acheter des actions Starbucks à 8 ou 9 euros, personne ne le fait. Ou en tout cas, très très peu par rapport au nombre de personnes qui achètent un Starbucks. Le café Starbucks, c'est très cher quand même. C'est une fortune. Non, mais c'est pour ça que je dis 10 balles, c'est que tu prends ton cake au citron avec le truc, et encore, New York, c'était $12, hein, les cafés. C'était un enfer. Tout est relatif. Si tu veux 10 euros pour quelqu'un qui gagne 1 200 euros par mois, ça va être beaucoup. 10 euros pour quelqu'un qui gagne 4 000 euros par mois, ça va pas être beaucoup si tu veux. Donc c'est vraiment... Oui, mais ce que je comprends pas... Tout est dans le mindset de se dire, je commence. Le montant n'a pas d'importance. J'aime bien parce que Vincent est la personne sage. Moi, je garde mon personnage de gros connard monégasque qui va mettre un peu les mains dans le truc. Mais j'aime bien, non, mais c'est très très bien. Non, mais c'est pour ça. C'est d'être sincère. Oui, mais t'es sage, t'as 2 enfants, t'es posé. Écoute, tu sais investir sur le long terme. On a parlé la dernière fois, ouais. Comment la parentalité change aussi ton rapport au travail. C'est vrai. Et ton rapport à l'argent aussi. Parce que quand tu commences à lâcher beaucoup de sous pour des crèches, je peux te dire que ce qui te reste, tu l'investis intelligemment du coup. Enfin, tu sais, c'est un petit peu plus forcé. C'est comme quand, je sais pas, tu perds ton travail, t'en retrouves un autre, mais qui est moins bien payé du coup. Tu dois adapter ton niveau de vie derrière, et si tu veux t'en sortir, tu dis, mais en fait, il faut que j'en accumule. Au cas où, la prochaine fois que ça m'arrive, on refait la même chose. Ton rapport au sommeil aussi, de Tony qui est assuré, j'adore. Mon rapport au sommeil aussi, beaucoup. Ouais. Merci de réagir là en live, c'est à mourir. J'adore. Par contre, il y a un truc, pour remettre du coup les mains là où ça fait mal, l'être humain est quand même conditionné au fait d'être OK avec le fait d'acheter des plaisirs très éphémères, pas du tout d'acheter des plaisirs très long terme. On reprend Starbucks. C'est un peu la faute des réseaux sociaux aussi, ça, non? Peut-être, on va en parler aussi. Oui, mais d'un autre côté, tu me disais que grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, plus personne n'avait d'excuses pour pouvoir s'informer sur... C'est pas une question d'excuses parce qu'il faut pas violenter les gens, tu vois, verbalement, qui ne le font pas, si tu veux. Oui, mais moi j'aime bien avec les éléments déclencheurs. C'est qu'on leur a pas expliqué. Bien sûr, mais maintenant je vais parler. Moi, très sincèrement, à la fin, en fait, c'est ça qui est magique, c'est que je remercie encore une fois Trade Republic avec la liberté que nous laisse la société dans laquelle tu travailles en sponsorisant ces contenus. Hein, c'est marqué sponsorisé en haut, c'est pareil dans le podcast. Pour autant, on s'intéresse vraiment aux fondamentaux plus qu'à l'application. On vous laissera aller découvrir l'application, la télécharger, vous inscrire si ça vous plaît. Mais moi, à la fin, ce que j'aimerais vraiment, c'est communiquer quelque chose que j'ai appris et que j'aimerais juste retransmettre avec des personnes qui en savent encore plus que moi. C'est pour ça que tu es là et c'est ce que j'adore. Quand on m'a dit que en dépensant $10 à Starbucks, 2 heures après, ça allait soit finir aux toilettes, soit être ingurgité comme n'importe quelle autre nourriture, versus dépenser $10 dans le pire des cas, ça se serait transformé en $1 si tu veux perdre 90% de l'action en un an même, ben je me suis dit à la fin, il me reste quand même $1. Et donc, il y a quand même une notion d'éducation où parfois, et c'est vrai, en tout cas, si ça vient pas du pétrole ou si ça vient pas de tes parents qui te lèguent des fortunes, je pense que ça va aussi avec le fait de se sacrifier un petit peu des petits plaisirs pour essayer d'en avoir des meilleurs plus tard. Exemple typique. Ça, c'est très vrai. Tu consommes pas de Starbucks pendant 10 ans. C'est pareil avec McDonald's, c'est pareil avec toutes les autres. Je prends des grosses chaînes que les gens peuvent consommer. Ça peut être du McDonald's, ça peut être d'autres actions, ça peut être du. À l'époque, j'avais regardé à l'époque du crash l'action Hertz pour la blague.
Voilà. J'ai acheté l'action Hertz à genre 1,50 $, elle a valu 4-5 $ après. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai été beaucoup éduqué avec la notion de tu bouffes des patates pendant 10 ans, après, tu boufferas du caviar toute ta vie. C'est ce que tu fais un peu quand tu démarres tes études. Ah ouais? Bah, les études, tu dois travailler beaucoup, tu Ouais. dois gagnes pas grand-chose. apprendre. C'est une période où tu es potentiellement mal rémunéré, où tu prends un job à côté et ainsi de suite, pour ensuite avoir le travail qui te permet du coup de vivre correctement. Tu saisis la relation, donc c'est exactement la même chose. Après, l'exemple du Starbucks, je l'aime bien et en même temps je l'aime pas parce que le Starbucks, il peut aussi te procurer des choses qui te sont nécessaires pour fonctionner. Si c'est sa petite dose de moment dans la journée qui te permet d'avoir une journée correcte, en fait, va pas te priver non plus là-dessus. Tout l'important pour moi, c'est de savoir correctement gérer son budget. Mmh. On en a parlé, je sais plus si la dernière fois on en a parlé, mais tu sais, il y a des sortes de règles. Alors, c'est pas stricto sensu à suivre, hein, mais tu as la règle du 50-30-20, où c'est les 50% de tes revenus qui sont alloués à tes dépenses obligatoires. Oui. Ton loyer, ton assurance de voiture, tout ce qui est vraiment obligatoire et qui va tomber tous les mois, EDF, ta taxe internet et ainsi de suite. 30% alloués au plaisir, au restaurant, et 20% alloués à l'épargne. Donc, c'est 20%-là que tu sacrifies pour plus tard. Ok. Et c'est ces 20%-là qui permettront de pouvoir aider tes enfants ou tes petits-enfants quand toi tu seras vieux. Ou qui te permettront de compenser la perte de pouvoir d'achat quand tu auras ta retraite. Parce que tu n'auras plus les mêmes revenus au moment de la retraite. Pour faire ça, est-ce que toi tu conseilles aux gens qui débutent dans l'investissement de mettre de côté dès le début du mois ou à la fin du mois? Ah, ceux qui sont forts mentalement vont se payer en premier avant de payer les autres. Ouais, j'ai des gens qui me disent sur LinkedIn ou sur Twitter, le premier truc que je fais quand je reçois mon salaire, c'est de mettre de côté l'argent. Et ensuite, je paye mon loyer. Et ensuite, je fais le machin. Donc, je me paye moi en premier. Et après, je paye les autres. Et ça, c'est une technique qui est vraiment efficace, si tu veux, pour pouvoir épargner et investir correctement. Par contre, il faut une force mentale assez forte. Parce que ça veut dire que tu mets tes dépenses de plaisir en dernier. Donc, en fait, tu fais la règle du 20-50-30, du coup. D'accord. Tu vois, tu peux l'adapter comme ça. Mais ça demande une force mentale assez forte, quand même, de savoir gérer comme ça. Je trouve. Et la version encore plus forte, ça serait de dire, j'ai un compte Trade Republic sur lequel, justement, dès le début du mois, tu as déjà un plan d'épargne qui est programmé et que tu ne touches plus. Alors, moi, c'est ce que je fais pour le coup. Comment? Moi, je reçois mon salaire le 28 du mois. Ok. Les plans d'épargne s'exécutent le premier ou le deuxième jour du mois, donc le premier ou le 2 du mois suivant. Ce qui me force automatiquement à mettre l'argent sur le compte Trade Republic avant le début du mois. Okay. Alors que mon crédit d'appartement, il est débité le 7 ou le 8 du mois suivant. Tu vois. Donc, j'arrive à faire ce truc-là grâce à la technologie, grâce au fait que les plans d'épargne soient automatisés. Et qu'il y a un petit rappel qui me dit hey, oui, c'est pas toi qui te pose la question en disant tiens, ce mois-ci, non, j'ai pas envie de mettre. Alors que là, moi, je reçois la petite notif le 29 du mois pour me dire il n'y a pas la thune pour exécuter ton prochain plan d'épargne, là, pense à alimenter ton compte. Et hop, je le fais du coup. Donc, moi, je suis pas suffisamment fort mentalement pour penser à le faire de moi-même. Donc, je demande à la tech de le faire. Je trouve ça trop intéressant de démarrer avec les fondamentaux comme on est en train de le faire là, pour comprendre un peu comment on arrive à la question, et vous le verrez. Et moi, en tout cas, j'avais envie vraiment de profiter que tu sois là, Vincent, pour partager tout ce que j'ai vécu à mon humble échelle. J'ai que 28 piges, il y a encore 10 milliards de trucs sur lesquels je vais me planter et que je vais apprendre. Pour autant, quand j'ai posé la question à des personnes très fortunées, notamment à Monaco, de pourquoi est-ce que plus t'es riche, je vais vous partager en fait ce que j'ai entendu et ce qui est vrai et ce qui s'applique, ce que je commence même à réussir à appliquer. Je vais pas commencer à faire le mec qui met 10 € de côté par mois. Non, tout le monde sait que mon business va bien depuis des années, que ça grossit. On a déjà parlé d'investissement dans les droits musicaux, d'investissement en bourse, dans l'automobile. Donc, je joue pas là-dessus. Par contre, je vais vous dire ce que ça m'a permis d'apprendre encore plus dans la finance, parce que je trouvais ça horrible que ça soit réservé qu'aux gens qui auraient déjà de l'argent. Alors qu'en fait, si tout le monde arrive à créer un patrimoine important, ben en fait, à la fin, c'est la redistribution pour moi des richesses. Ça veut dire que tu consommes plus, ça veut dire que tu achètes plus de choses, ça veut dire que en fait, l'argent tourne si toi-même, tu sais mieux le gérer
pour le Quand même faire fructifier. Rester lucide sur l'état de la société. C'est-à-dire que c'est plus facile de devenir riche quand tu viens d'un milieu aisé que quand tu viens d'un milieu 100%. pauvre. C'est plus dur quand tu viens d'un milieu pauvre de monter de classe sociale. Et pour 2 raisons. La première, c'est que quand tu viens d'un milieu aisé, ton éducation et ton rapport à l'argent, il est beaucoup plus évolué que dans un milieu populaire ou pas. Parce que c'est des choses que tu discutes avec tes proches, avec ta famille, avec tes amis. Donc, tu es beaucoup plus sensibilisé et plus jeune aussi à ces sujets d'argent-là. Et deuxièmement, c'est que potentiellement, tu démarres avec un capital de départ que d'autres n'ont pas. Donc oui, c'est plus facile de La notion du risque rester aussi. riche quand tu viens d'un milieu riche plutôt que de monter de classe sociale. Mais Mais c'est pas impossible. Romain claque 13K par mois pour nous divertir. C'est vrai que je parle un peu trop parfois en fait en live. Je crois qu'il y a déjà trop de choses que les gens savent. Mais c'est ça, en fait, c'est... j'ai eu cette chance de démarrer avec une super ligne de départ, avec en tout cas une famille qui avait toute l'éducation financière pour me la transmettre. C'est Parce ça. que j'ai eu un grand-père entrepreneur, un père entrepreneur aussi. Et là-dessus, moi, la notion que je comprends surtout, c'est que quand tu sais assurer un niveau de vie sur le long terme, avec justement les tranches que tu as données tout à l'heure, redis-les-moi, 30, 30, Les 50-30-20 50, 30, 20. Mhm. Ça, je trouve ça méga intéressant parce qu'en fait, le plus important, c'est de sécuriser ton niveau de vie et de ne pas faire bouger ton niveau de vie. Je pense que la première Tu clé... veux dire que tu dois pas forcément augmenter drastiquement ton niveau de vie en même temps que tes revenus augmentent. Surtout pas. Bah oui. Bon, en tout cas, je vous le dis, je l'ai fait. Je l'ai raconté en live, ça n'a pas marché. C'est ce qui a fait que je suis revenu. Parce qu'en fait, plus tu montes, plus tu as le couteau sous la gorge, j'étais comme ça. Et en fait, à un moment, tu n'y arrives plus parce que, en fait, la vraie richesse... Pourquoi est-ce que la richesse... Les riches te disent que c'est le temps. Parce qu'en fait, le temps te permet d'approfondir beaucoup plus certains sujets, d'approfondir des relations, de prendre le temps pour faire des choix. Du coup, tes choix ont beaucoup plus de chances d'être réussis que d'être échoués. Mhm. Et pour avoir du temps, il faut pas manquer d'argent parce que sinon, tu continues de vendre ton temps pour de l'argent. C'est ça. Donc, t'as pas de temps. Tu cours. Il y a un petit mème avec ça, avec le Ouais. monsieur qui court après l'argent. Et à partir du moment où il en a vraiment plein comme ça, c'est qu'il est au bord du précipice et il est devenu vieux parce qu'en fait, toute sa vie, il a couru après l'argent et il n'en a jamais profité. Mais Et c'est inversement, ça marche de l'autre côté. Donc, je suis pas certain qu'il y ait des conseils universels à donner. On a tous des vies différentes. On a tous, non, par contre, je pense que le niveau de vie, la considération pour l'argent, le fait que ça soit, il y a une partie de ton argent qui soit un flux, qui puisse être investi. L'argent, c'est un flux, c'est pas un stock. C'est là où tu as raison. Complètement. Et il y a aussi une autre chose qui est certaine, c'est que si tu n'investis pas, tu t'appauvris. Autant investir comporte des risques, autant ne pas investir, c'est un risque certain de s'appauvrir. Parce que la vie devient de plus en plus chère. Voilà, il y a un truc qui tourne en permanence, et ça a toujours tourné depuis que la monnaie existe, ça s'appelle l'inflation. Et l'inflation, c'est l'augmentation du prix des choses. Et ça s'arrête pas. Bon, en tout cas, en Europe continentale, ça s'arrête pas. Et c'est pas parce que l'inflation baisse que les prix baissent. Quand l'inflation baisse, les prix montent moins vite. Et donc, à partir du moment où, tu vois, l'année dernière, c'était très compliqué. L'inflation, elle était en 2023, en moyenne, je crois que c'est 4,9, Ouais. 5,9. Ouais. Ça veut dire que si ton argent t'a pas à minima rapporté 4,9 sur l'année 2023, ça veut dire que tu t'es appauvri. D'accord. Et donc, tu as 2 buts du jeu en tant que personne. La première, c'est de te constituer une épargne de précaution. Ça, c'est 3, 4 mois de salaire ou 2 mois de dépenses, comme tu veux, D'accord. qui doivent être disponibles en permanence au cas où tu as un coup dur. Ok. Pas de problème, tu casses ta bagnole, tu dois en racheter une. Tu as des frais de santé qui sont imprévus, tu dois payer 4000 balles pour une opération qui n'est pas prise en charge par ta mutuelle, ce genre de choses. Donc ça, tu dois avoir de l'argent. Au-delà de ça, si tu n'investis pas, ça veut dire que tu t'appauvris. De manière certaine, si tu veux. Et c'est ce qui est en train de se passer en France de manière générale, notamment avec le système de retraite qu'on a. Qui fait que collectivement, on s'appauvrit tous. Parce qu'on n'investit pas par nous-mêmes. J'ai envie de montrer un exemple pour faire comprendre aux personnes qui nous écoutent le rôle. Vous allez voir, c'est très très beau. Je vous affiche maintenant une villa somptueuse à Cannes à 120 millions d'euros. Par cette illustration-là, j'aimerais transmettre quelque chose que j'ai appris. Et pourquoi est-ce qu'on dit à chaque fois que la vraie richesse d'un homme
d'une femme, enfin d'un être humain, on s'en bat les couilles. Les gens savent, non mais à chaque fois, les gens savent que moi j'en ai tellement rien à foutre que j'appelle ça un être humain. Tu vois. D'ailleurs, ça plaît beaucoup aux collaboratrices qui me disent putain, tu me parles normalement. Bah oui. Bah en fait, j'en ai rien à foutre moi de qui tu es ou de ce que tu fais. Moi, c'est juste t'es une personne qui fait son taf et c'est tout. Donc moi, je suis comme ça. Pourquoi est-ce qu'un être humain, on voit sa richesse avec son carnet d'adresses? Moi, j'aime bien cette phrase-là. Et pourquoi est-ce que j'arrête pas d'essayer de dire que le plus important, à mon sens, pourquoi est-ce que les riches sont de plus en plus riches? Parce qu'en fait, plus t'as d'argent, plus tu traînes avec des gens qui ont de l'argent, et ainsi de suite. Ça, c'est une première notion. Mais c'est évident, c'est-à-dire que vraiment... Ça, c'est les intérêts composés. Je pense qu'on en a déjà parlé les 2 fois d'avant. T'as plus d'argent de côté, donc tu commences à te dire, tiens, je pourrais m'intéresser à cette salle de sport qui est plus belle que l'autre. Donc finalement, tu vas dans une salle de sport peut-être plus onéreuse. Et puis dans cette salle de sport plus onéreuse, tu rencontres une personne qui est dans un autre club ou dans quelque chose et qui te dit, ah mais ça serait cool que tu viennes voir. Et donc, vraiment, ça va en insupporter plus d'un, tout le discours que je tiens là. Parce que vous allez vous dire, putain, mais c'est tellement injuste. Et pourtant, ça tient qu'à un truc. Ça tient au fait que vous quittiez maintenant le contenu. Si maintenant vous quittez le contenu parce que ça vous énerve, eh ben, il y aura très peu de chances que vous puissiez accéder à ça. Si maintenant vous acceptez le jeu dans lequel les êtres humains vivent, qui s'appelle la finance, s'intéresser aussi à investir pour la suite et tout ça, eh bien, il y a peut-être une possibilité pour que on puisse tous comprendre à notre niveau à chaque fois. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est, j'aime pas définir c'est quoi être riche par l'argent. Parce que tu as raison sur un truc, c'est que moi, par exemple, tu me donnes 5 000 euros par mois, je suis très content. Et j'arrive déjà à très très bien vivre. Il y a des gens à qui tu vas leur donner 50 000 euros, ils seront pas contents. Et il y a des gens qui tu leur donnes 2 000 euros, seront très contents. Ça dépend d'où tu vis, ça dépend de tes loisirs, ça dépend de ce qui te rend heureux. Moi, tu me donnes mon berger allemand une fois de temps en temps d'aller à la plage avec lui et tout. Et je suis très heureux. J'ai pas besoin. L'argent, c'est une finalité. C'est pas une finalité, c'est un moyen. C'est le moyen de faire ce que tu as envie de faire. C'est pas une finalité en soi. Ça rejoint la notion que tu disais tout à l'heure, le fait que ça soit un flux et pas un stock, tu vois. C'est vraiment juste un moyen, quoi. Et c'est celui qui peut aussi faire que tu t'éduques mieux, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça que quand tu viens d'un milieu aisé, potentiellement, tu as accès à des meilleures écoles aussi que celles du public, tu vois, par exemple. Donc, ça va être utile pour te permettre de mieux comprendre et de t'éduquer. Par contre, c'est pas une finalité en soi. On court pas après l'argent toute sa vie. Sinon, on est malheureux, je pense. Alors, on peut courir après les amis, on peut courir à plein de choses, on peut courir en business après son réseau. Pourquoi est-ce qu'un être humain est riche de son carnet d'adresses? Parce que là, maintenant, Vincent, si dans ton téléphone, tu as une personne susceptible d'acheter ce bien à 120 millions, en un coup de fil, tu prends au minimum 1%, soit 1,2 million de commission. Minimum. 1%, c'est que dalle. Tout le monde te les file dans le milieu de l'immobilier, 1%. 1%, c'est pas grand-chose. Hein. C'est vraiment pas grand-chose. La moyenne, c'est 6%. Voilà. Donc, il y a des gens qui vont pouvoir peut-être se buter pendant des années à travailler pour accumuler cet argent-là et pour vendre leur temps contre 1 million d'euros peut-être à la fin de leur vie en patrimoine. Et il y en a d'autres qui vont se dire, au-delà de courir après l'argent, je peux aussi essayer de voir la vie différemment et de, plutôt que d'augmenter mes revenus, d'augmenter mon niveau de vie et d'être dans ce cercle vicieux, je vais voir comment est-ce que, avec, en plus de ça, en prenant du plaisir après le boulot, en rencontrant d'autres gens, en parlant aux gens et tout ça, j'aurai un jour dans mon carnet d'adresse une personne susceptible d'acheter. Mais c'est vrai, tu connais l'anecdote qui dit, c'est beaucoup, mais je trouve ça ouf parce que vraiment, je l'ai vu de mes propres yeux à Monaco, une personne à table avec un acheteur et un vendeur. Il les a présentés sans même le savoir. Il a passé 5 minutes à prendre un café. Il y a une personne qui cherchait... Non, pas du tout, parce qu'il cherchait une très belle voiture. Il dit, mais toi, tu vends pas ta voiture, viens avec nous discuter 2 secondes. Voilà, il est au milieu et il prend 50 000 euros de commission sur une voiture qui valait une fortune. Et à ce moment-là, j'ai compris que je devais absolument plus courir après justement la liberté financière en étant tout seul, mais qu'il fallait au contraire qu'on soit plusieurs. Dans tous les cas, il faut que tu cours après ce qui te rend heureux, en fait. Oui et non, parce que je pense que ce qui te rend heureux, tu dois garder ce temps-là sans le corréler à l'argent. Ah oui, c'est du temps de qualité. Exactement. Bien sûr. À l'époque, je t'aurais dit, fais de ta passion un métier. Pour moi, c'est la dernière chose que je te conseille aujourd'hui. Ouais, dur. Trouve dans quoi t'es bon. Ouais, exactement. Développe-le. Ça, concentre-toi là-dessus et ne va pas ailleurs parce qu'il y aurait plus d'argent ailleurs. Non, même si t'es dans une ultra niche et que t'es très bon. Sinon, tu serais pilote auto, toi. Oui, exactement. Par exemple, j'ai ça. Sauf que je suis pas bon.
Non, je serai jamais aussi bon que Charles Leclerc, jamais aussi bon. Donc, à un moment donné, tu fermes ta gueule, tu vas faire du karting pour te faire kiffer le week-end. Par contre, je pense que ce aujourd'hui, dans quoi je suis bon, en tout cas, c'est la qualité que j'ai développée, c'est d'essayer de créer des moments humains avec des marques qui, de base, faisaient des des spots publicitaires à la télé et qui n'osaient pas faire parler les personnes qui travaillaient au sein de la boîte et qui avaient des vies incroyables comme toi, par exemple, que je trouve très très cool. Pas si incroyable que ça, hein, mais non, mais c'est méga intéressant. Mais j'adore en parler. Moi, je trouve ça méga intéressant d'ailleurs. Et le truc le plus choquant pour moi, c'est le nombre de messages que je reçois à chaque fois. Quand je passe chez toi, quand je vais voir Henri. Ah ouais? À chaque fois, c'est 20, 25, 30 messages par réseaux sociaux, que ça soit Twitter, LinkedIn, Instagram, ça démarre un peu, de gens qui soit ils viennent me poser des questions, soit ils viennent dire merci. Et en fait, c'est ce qui fait que malgré le fait que tu sois fatigué, tu te lèves tous les matins et tu as envie de continuer. Tu vois. Donc ça, c'est super cool. Et ça, pour le coup, c'est le côté vraiment sympa des réseaux sociaux, j'ai envie de dire.